Mesdames et messieurs, merci d'être venus en nombre pour rencontrer Giuseppe Santoliquido qui va nous parler de son roman l'audition du docteur Fernando Gaspari, qui n'est pas son dernier roman, mais qui me semble tout à fait important dans la période que nous vivons. Alors, Giuseppe Santoliquido était politologue, spécialiste de la politique italienne, les médias italiens notamment. Berlusconi, vous avez écrit un livre sur Berlusconi. Vous êtes l'auteur d'Un été sans retour, qui est situé également en Italie et qui évoque certains des maux du pays, notamment aussi l'aspect du rôle des médias dans la vie des gens. Alors, je voudrais commencer, si ça ne vous ennuie pas, par le titre. Oui. Alors, l'audition, c'est quelque chose qui m'a causé un malaise pendant pratiquement toute la lecture. Je me suis dit, est-ce que c'est le procès de Kafka? Est-ce que c'est, comme l'écrit Jean Duhamel, simplement une fable pour un peu dérouter le lecteur? Ou bien cette audition, c'est celle de Gaspari face à on ne sait qui? Oui, au départ, c'est ça. Au départ, c'est de créer le doute. Donc le personnage central est auditionné, mais on ne sait pas en quelle qualité il est auditionné. On ne sait pas par qui il est auditionné. Et donc la découverte des faits, le cheminement du lecteur avec le personnage central va distiller des indices qui peuvent donner des pistes d'interprétation de la narration, je veux dire, finale. C'est-à-dire qui l'auditionne, en quelle qualité et pourquoi. En réalité, on ne le sait pas. Ça a d'ailleurs posé un problème à l'adaptation théâtrale, puisqu'il ne savait pas par quel bout prendre le personnage, et la fin, par ailleurs, est totalement ouverte. Oui. Donc on ne sait toujours pas à la fin qui a auditionné le docteur Gaspari, et pourquoi. Parce qu'il est confronté à une sorte de choix cornélien, de dilemme moral, en fait, c'est ça. Et on ne donne pas la réponse. Je ne donne pas volontairement la réponse finale. Et donc je me souviens quand c'est sorti, notamment avec le prix du jury au Rossel, je passais chez un journaliste qui me disait il a dénoncé, puis j'allais chez un autre qui disait il ne dénonce pas. Donc j'avais atteint, en tout cas ce but-là était atteint. Ça, les jeunes adorent, ça. Ils détestent, je dis ironiquement, en général, les fins ouvertes. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que ça vous oblige, vous, à prendre position, et c'est très malaisant, inconfortable, comme disent les Québécois. Vous pouvez nous présenter brièvement le docteur Fernando Gaspari? Donc le docteur Fernando Gaspari, quand on le prend au départ du roman, donc c'est un médecin de famille, un généraliste qui vit à Ixelles dans les années 30. Donc on comprend qu'il a immigré avant, il y a sans doute une dizaine d'années auparavant, parce qu'on parle souvent de l'émigration italienne, et pas seulement italienne d'ailleurs, mais italienne de 40, celle de l'après-guerre, de 47, celle de mes grands-parents en fait. Donc qui sont venus ici, à Charleroi, mais aussi en région liégeoise et ailleurs, dans le Limbourg, pour travailler dans les mines et les charbonnages. Mais il y a eu une immigration italienne avant ça, notamment suite à l'arrivée de Mussolini au pouvoir, et encore avant, à la fin du 19e siècle, pour participer à la construction notamment du chemin de fer, et ainsi de suite. Donc c'est un immigré qui est là, qui est installé depuis une dizaine d'années, et qui a pour caractéristique de ne pas s'occuper du tout, de ne pas être du tout intéressé par l'environnement social et politique. Enfin, je dirais non, social, ce n'est pas vrai, mais politique en tout cas. Il ne s'intéresse pas du tout de politique. C'est un homme bon, qui est catholique, pratiquant, qui s'occupe de sa sœur, qui est impotente et qui vit avec lui, qui est veuf. Donc c'est quelqu'un de bien qui se dédie au bien d'autrui de par son métier et même de par la manière dont il mène sa vie privée. Et donc nous sommes dans les années 30, à l'été 32 exactement. Donc Mussolini est déjà au pouvoir, Hitler n'est pas loin, Salazar, Franco, c'est l'époque. Il y a des grèves sociales extrêmement importantes, ici à Charleroi d'ailleurs. Charleroi, à Mons, à la Louvière, à Serein, à Liège. Et donc la situation économique est désastreuse. Mais lui se dit, il ne se le dit peut-être même pas, il chemine et il fait ce qu'il peut pour aider son prochain. Et un beau jour, alors débarque, c'est comme ça que va démarrer le roman, pardon. Un beau jour débarque à Ixelles, un couple de jeunes Italiens, originaires de sa région. Donc ça crée tout de suite une sorte de familiarité, comme toujours dans les communautés immigrées, et qui vivent là près de chez lui. Il est appelé en tant que médecin traitant à s'occuper du cas de la dame, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, et qui est souffleuse de ballon,
et qui s'intoxique au sulfure de carbone. Et donc lui arrive là, il essaie de la soigner et il est confronté alors à la misère de ces gens et il les aide. Et puis, il va s'apercevoir que ces gens vont héberger à leur tour le frère de la dame, qui est quelqu'un qui a des ambitions politiques et qui est on pourrait le qualifier de terroriste. Donc il vient en Belgique, mandaté en Belgique par toutes sortes de milieux politiques pour tuer un notable fasciste qui vient en Belgique inaugurer les Balila, qui étaient les jeunes fascistes. Tous les enfants de l'époque l'étaient, mon grand-père, enfin tout le monde c'était presque obligatoire. On ne se rendait même pas compte, c'était quelque chose qui était... Le fascisme était déjà installé depuis 10 ans, et pour la population en Italie, ce n'était pas... Si vous ne vous occupiez pas de politique, il n'y avait pas de problème. Et donc, il se rend compte de ça, donc le docteur Gaspari, et à un moment donné, il est rattrapé par la sûreté de l'État, les étrangers à l'époque ne pouvaient pas faire de politique active, et qui lui dit, nous savons que vous êtes en contact avec ces gens, et donc avec le frère de cette dame, donc vous devez vous arranger pour nous l'amener, nous le dénoncer d'une manière ou d'une autre, sinon on va arrêter le frère et la sœur et les expulser en Italie. Et dans leur situation, ce serait sans doute la fin, notamment en raison de sa situation médicale. Elle n'aurait pas l'assistance médicale auquel elle aurait accès ici en Belgique. Et donc il est confronté à un dilemme moral, perdant-perdant, si vous voulez. Ouais. Et donc tout le roman va concerner ce raisonnement et des éléments, en fait, qu'il n'a pas et qu'il a. Il a, comme disait Pascal, il a l'intelligence du cœur, Oui. mais il n'a pas la raison. Parce qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe, il ne sait pas trop ce qu'est le fascisme. Il n'a pas envie de savoir. Et ça ne l'intéresse pas. Et ça ne l'intéresse pas. Mais par certains aspects, enfin par cet aspect-là d'un peu d'ignorance, il m'a fait penser à Meursault, quoique. Un peu, oui. Parce que, et en plus, il y a ce moment où le frère, les 3 coups frappés à la porte chez Meursault, quand Oreste arrive, ça m'a fait vraiment penser aux 3 coups de... Mais je ne sais pas, c'est Oui, sauf que Meursault, donc dans l'étranger, d'abord, il tue. 2, il n'est pas du tout confronté à un dilemme moral. Et Meursault, c'est quelqu'un qui a une philosophie de vie. Oui. Ce qui n'est pas le cas Pour lui, le monde est absurde. Ce n'est pas du tout le cas d'ici. Parce que le monde est absurde chez Camus, ça veut dire qu'on ne fait rien. Si vous voulez, c'est pas du tout son cas. Lui, il est extrêmement oui, il est très impliqué. Mais je dis, c'est l'allusion. J'y ai vu une allusion qui est probablement pas. Par contre, Mathias Pascal revient régulièrement puisque Gaspari lit Pirandello, ce qui lui sera d'ailleurs reproché par l'ami du frère. Est-ce que Gaspari, c'est un nouveau Mathias Pascal? Il change de vie, il est venu en Belgique. On ne sait pas très bien quelle vie il menait en Italie, d'ailleurs. Mathias Pascal, donc c'est le héros d'un des romans qui s'appelle Feu Mathias Pascal de Pirandello. C'est quelqu'un qui est harcelé par sa femme et sa belle-mère. Pure fiction, ça n'arrive jamais. Donc il est harcelé par sa femme et sa belle-mère. Et il se dit, pour échapper à cette sorte d'aliénation, je vais feindre un suicide. Donc il dépose son chapeau et son manteau sur le quai au bord d'un fleuve et il fait croire qu'il s'est tué et puis il va se cacher, évidemment. Et il s'aperçoit que trop de liberté tue. C'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut et en même temps il n'arrive à ne plus rien faire du tout parce qu'il est confronté à une liberté absolue dans la société et donc ça, il n'arrive pas à le supporter et donc il va revenir, si vous voulez. Il va essayer de revenir, de récupérer sa vie avant pour fuir la liberté. Trop de liberté tue. Et ça, on pourrait même le mettre un peu en parallèle avec un passage les frères Karamazov, donc le grand inquisiteur de Dostoïevski, où vous avez à un moment donné un des héros qui est emprisonné et il a une apparition et on lui dit mais qui t'a dit que l'homme veut être libre? C'est une question qui a une résonance politique importante. Qui dit que l'homme veut être libre? L'homme fait tout pour être en troupeau continuellement. Absolument, dans tous ses choix, que ce soit dans ses goûts, dans sa consommation, dans sa manière de s'habiller, et ainsi de suite. Donc la preuve est faite, dit au XIXe siècle, à ce moment-là, que l'homme, en réalité, n'a pas envie d'être libre, parce que la liberté, c'est un inconfort ahurissant.
Parce que vous êtes confronté uniquement à vous-même. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Pascal, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à vous-même, Pascal dit, si vous voulez être sûr que quelqu'un se suicide, laissez-le seul avec lui-même une journée entière. Il devient fou. Parce qu'il va être confronté à la misère humaine, c'est-à-dire qu'on va mourir et ainsi de suite. Donc, il faut nous divertir. Et le divertissement, mais pas le divertissement au sens, mais aussi au sens de l'amusement, mais même le travail, voilà ce qu'on fait ici, ça nous permet de ne pas penser à nous. Et Feu Mathias Pascal, c'est ça. Par exemple, il est seul avec lui-même, il devient complètement fou, il ne peut pas. C'est pas le cas de Gaspari. Parce que Gaspari, lui, il assume, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui les assume. La seule chose, c'est qu'il ne les traduit pas politiquement. Il n'y a pas d'engagement politique. C'est justement un des thèmes. Il y a l'engagement face à la charité chrétienne, puisque c'est ça. C'est ça. Oui, lui, c'est s'occuper des personnes méritantes mais ne surtout pas souscrire à une action collective. Et là, voilà. L'arrivée d'Oreste va bouleverser ça, et il va le chercher quand même en toute connaissance de cause. Oui, parce qu'il veut aider il veut aider une personne, c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui veut aider, faire le bien, comme vous rendriez service à un parent ou à un ami, parce que c'est la pitié, c'est le cœur, à chaque fois qu'il parle. Mais il ne met jamais le cœur, il ne pose, dans ses actions, il ne se dit pas quelles vont être les conséquences politiques et à plus long terme de ce que je fais. Il n'est pas du tout, il ne sait pas qui est Salazar, il ne sait pas qui est Franco, il sait à peine qui est Mussolini, et ça ne l'intéresse pas. J'ai d'ailleurs trouvé une citation de Louise Michel qui correspond un peu. Il faut autre chose que la charité pour que chacun ait du pain, écrit-elle. Oui. Et d'une certaine façon, c'est ce que lui disent le libraire, c'est ce que lui disent, il va rencontrer aussi Léo Campion, et tout le monde lui dit, mais attends, il faut que tu... Et lui, et il y a aussi... Dans une période trouble comme celle-là, vous allez me dire, c'est évidemment, j'ai fait exprès de choisir la période trouble. La question, c'est est-ce que l'engagement sociétal et donc politique est une nécessité, ou peut-on ou pas peut-on s'en soustraire et quand même être quelqu'un de bien et de pouvoir agir individuellement et ainsi de suite. Et pourtant, à un moment, on croit qu'il va prendre conscience. Il y a les sermons du père Yann, qui est un Allemand, qui fait des citations de la Bible, Lazare et l'aveugle, pour dire aux gens, mais enfin, ouvrez les yeux, voyez ce qui se passe. On croit aussi, il va être tout de suite arrêté par la hiérarchie catholique, pour qui seul c'est le cœur, la bonté du cœur qui compte. Et puis il y a aussi un moment où on croit qu'il va y avoir un petit basculement, c'est quand ce personnage lui parle des Balil, là dans le train, je ne sais plus le nom du personnage, et il emploie l'expression exaltation de la race et orgueil national, et ça lui donne froid dans le dos. Là on se dit, ça y est, il va comprendre, et il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Mais comme pour beaucoup d'entre nous. Oui. Il ne se passe rien parce que nos vies nous reprennent et ce n'est pas simple non plus. Moi, j'étais très surprise. Pardon, excusez-moi. Non, j'étais très surprise de me rendre compte qu'il y avait eu ici, à cette époque-là, de la part des autorités italiennes, mais de l'ambassade d'Italie, cette volonté d'embrigader aussi les familles italiennes qui étaient présentes à l'étranger. C'est quelque chose que j'ignorais totalement. Oui, c'était... Les Balila, notamment. Oui, d'ailleurs, le point de départ du roman, si vous voulez, c'est le fait que j'ai découvert, à un moment donné, que j'avais eu un oncle qui était un grand-oncle, qui avait été fasciste pendant la guerre, pendant cette période-là, pendant la guerre, et qui dénonçait les Italiens. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il était glacier. Dans ma région, beaucoup. En Italie ou ici? À Liège. À Liège. Et donc c'était un notable, quelqu'un de très très bien inséré dans la communauté italienne. Et puis j'ai appris au bout d'un moment qu'il infiltrait les défilés du 1er mai. Parce que ou s'il vous repérait avec un journal communiste sous le bras, des choses comme ça, et il repérait ça, et il prenait le nom de la personne, et il le dénonçait à la sûreté de l'État ou à l'ambassade, mais qui était forcément fasciste à l'époque,
l'ambassade. Et donc, la personne était évidemment arrêtée, expulsée. Et alors, ce n'était pas le nazisme, donc il n'était pas fusillé dès qu'il rentrait, mais enfin, tout de même, il ne travaillait plus, il était discriminé, pouvait se retrouver en prison, et ainsi de suite. Et donc, c'était une discrimination extrêmement lourde. Et ma première réaction a été de me dire, parce que j'étais beaucoup plus jeune, évidemment, donc c'était de me dire, c'est une crapule, forcément. Et puis, je me suis dit, non, parce que en fait, cette même personne était quelqu'un de très généreux, vraiment une personne bien, qui aidait son prochain, qui aidait sa famille, même avec moi, je me souviens, j'ai de très, très bons souvenirs avec lui. Et donc ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, quand vous êtes plus jeune, évidemment, on est toujours très arrêté, très, très radical. Et puis je dis non, c'est quelqu'un de bien, mais qui a commis des actes crapuleux. Alors est-ce qu'on peut le résumer à ces actes ou pas? Et donc, c'était assez compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à me faire une idée de ça. J'ai voulu écrire d'ailleurs un essai à cette époque-là, puisque je collaborais évidemment à l'époque avec les journaux. Puis je me suis dit, c'est trop moralisateur, je vais en faire une fiction, ce sera mieux. Mais donc, c'était, voilà, mon idée était d'écrire sur cette absence de manichéisme, en fait, et qui malheureusement nous rattrape aujourd'hui, le manichéisme et la pensée binaire. Mais au fond, il n'y a rien de plus complexe que l'aventure humaine. Donc, n'importe qui, qu'aurais-je fait moi à la place du docteur Gaspari? Est-ce que j'aurais dénoncé? Je n'aurais pas dénoncé. C'était pas simple. Donc c'est ce dilemme moral-là que j'ai voulu mettre en scène. Et le fait aussi que l'engagement n'est pas quelque chose qui s'improvise de un et de deux, qui colle forcément à la doxa. C'est-à-dire que vous devez vous y intéresser, avoir tous les éléments, ce que ne fait pas Gaspari. J'ai découvert aussi, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'abord les émeutes des années 30. Bon, oui. Je connaissais le film Borinage de Storck. Oui. Je connaissais bien les émeutes de 86 parce que j'ai déjà écrit un peu là-dessus. Mais je ne savais vraiment pas qu'il y avait eu, dans les années 30, ce même type d'émeute avec l'armée qui tire sur les manifestants, oui, oui. Ici même, à Châtellerault. Oui, oui. Donc, vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais en fait, ce sont les conséquences du crash de 29, de l'effondrement de la bourse aux États-Unis. Et donc, les économies européennes qui sont pieds et poings liées avec l'économie américaine se retrouvent avec des surstocks qu'elles n'arrivent plus à vendre, tout simplement. Donc, absolument tout s'effondre. Et donc, on ne paye plus des salaires, il y a des licenciements, mais pas par masse. Et donc, on se retrouve dans une mise, évidemment pas encore de sécurité sociale à proprement dite. Et donc, les gens se retrouvent en Wallonie dans une misère noire. Donc, vous avez des femmes qui se couchent sur les rails de train pour essayer de sensibiliser tout le monde. Vous avez la police qui charge au sabre, parce qu'on est n'oublions pas non plus qu'on est donc 29, 17, on est à 12 ans, 13 ans, pendant le roman, allez, on va dire 15 ans de la Révolution russe. Et donc le péril rouge, le péril communiste, c'est ce qui alerte tous les gouvernements, on va dire toutes les démocraties ou pseudo-démocraties européennes qui sont là. C'est ce qui fait peur. C'est que les communistes sont arrivés au pouvoir en URSS, en Union soviétique, qui n'est pas encore l'URSS, en Union soviétique, et qui donc, vous avez les partis communistes qui, dans toutes les démocraties européennes, montent. Ça va d'ailleurs déboucher sur le Front populaire en France, ainsi de suite. Donc, par tous les moyens, il faut mater une révolte prolétaire, si vous voulez, par tous les moyens. Et donc, on chargeait, effectivement, à Châtillon, on chargeait au sabre sur les manifestants, et ainsi de suite. Et l'ouvrier étranger, typiquement italien, lui, il est menacé d'être expulsé s'il participe. Oui, et là, vous avez vous avez aussi le phénomène parce que le communisme, tel qu'il est conçu, évidemment, va se battre, la gauche à cette époque-là, souvent compromise, comme c'est le cas aujourd'hui, va se battre pour qu'il n'y ait pas d'étrangers. Parce que l'étranger va signifier une main-d'œuvre à bon marché. Et ce qu'il faut avant tout protéger, c'est le prolétariat et le monde ouvrier local,
ce qu'on peut, je veux dire d'un point de vue abstrait, on peut comprendre ce raisonnement-là. Donc il va y avoir une conjonction aussi entre le fascisme italien qui est installé ici par le biais de l'ambassade et de quelques dignitaires, et la gauche belge qui se dit, bon, ben, si ces étrangers peuvent partir, ça fait ça en moins de pression salariale, et donc on va pouvoir sauvegarder le pouvoir d'achat, mais c'est un mauvais calcul puisque tout va s'effondrer. Oui, c'est nouveau, un dilemme moral. Est-ce qu'on mais est solidaire de la toujours classe ouvrière, quelle qu'elle Mais soit? d'où la question, est-ce que la morale doit avoir, est-ce que la morale a affaire à Oui, avoir en politique, en ou pas? politique. C'est toute la question depuis Machiavel. Ouais. Et aussi la complaisance que j'ai découverte aussi, finalement, du régime belge à l'égard du fascisme. Enfin, que j'ai découvert pas tout à fait, mais il y a... Oui, mais à l'époque, vous savez, la complaisance avec le fascisme à cette époque-là, elle est chez Churchill, elle est partout. Elle est partout. Parce que ce sont des garants de la solidité du capitalisme et du libéralisme, si vous voulez. La grande menace, c'est le péril rouge. L'alliance entre le pacte germano-soviétique et ainsi de suite, le positionnement à l'époque qui est contre nature, s'explique par ça. Il faut freiner le communisme. Il ne faut absolument pas que le communisme s'installe en Europe, parce que sinon c'est la fin du monde capitaliste européen. Et donc c'est une compromission idéologique. Ouais. Il se pose aussi un thème qui apparaît plutôt vers la fin, c'est cette question d'Oreste qui veut tuer ce ministre qui est en visite à l'ambassade et qui dit, d'une certaine façon, en le tuant, on va faire en sorte, on va amener une prise de conscience et donc on va épargner beaucoup d'autres vies. C'est un raisonnement, c'est la légitimité du tyrannicide finalement qu'on retrouve aussi dans les Justes de Camus ou bien chez Robles, je pense à Montserrat, etc. Vous ne développez pas, mais quel est vous aviez envie d'en parler ou pas Non, il n'y a pas de position. Le but du livre, c'est de laisser toutes ces questions ouvertes. C'était mon objectif, c'était celui-là. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est ce qui est déroutant, si vous voulez. C'est que le livre, enfin, j'ai essayé de le concevoir de cette manière-là, en laissant tout ouvert, absolument tout, y compris la fin. Donc je vous disais, ça va poser de nombreuses discussions lors de l'adaptation théâtrale à Bruxelles, parce qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, le metteur en scène et le directeur des théâtre me disaient, mais là, on ne peut pas laisser les gens avec des questions. Je dis, ben si, justement, il faut les laisser avec des questions. Je dis, mais non, ça va pas, ils ne peuvent pas sortir en n'ayant pas de réponse. Mais la vie est comme ça. Mais maintenant, il y a, j'ai encore lu tout à l'heure, c'est hier, à propos d'une autre adaptation théâtrale de roman, on fait voter le public à la fin pour qu'il choisisse finalement quelle solution il préfère. C'est une alternative à laisser sortir le public sans réponse. Oui, c'est ça. Il faut que le public soit dans le confort. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de troubles personnels. Comme Gaspari. Oui, c'est ça. Être dans le confort, dans ses certitudes, dans sa routine. Mais il est rattrapé par la société et il est plongé dans l'inconfort jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il a tout le temps, d'ailleurs, en parlant d'inconfort, ce sentiment d'une responsabilité qui est latent. C'est aussi, je suppose, un de ces petits indices qui nous met nous-mêmes dans l'inconfort. Quelle était votre envie vous savez, à plusieurs reprises, même quand il va sur la tombe de sa femme, il se sent pas à l'aise parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, c'est lui. C'est ça, parce que je ne pouvais pas avoir de prise sur un personnage qui était totalement, insensible. Ce n'est pas possible. Donc il ne s'occupe de rien, mais il sent quand même que quelque chose se passe, et ça le met dans un inconfort qu'il ne sait pas rationaliser. Donc ça, je tenais beaucoup, y compris pour ceux qui liront le livre. Il fait extrêmement chaud, il est accablé par la chaleur, il marche tout le temps, donc il est dans une situation c'est quelqu'un qui est en mouvement, mais dans un mouvement d'inconfort perpétuel. Mais ça, je tenais à ce que le personnage soit comme ça. Et vous teniez à ce que le seul point de vue soit celui du personnage. Oui. À part les conversations qu'il a avec d'autres personnes qui essaient. On voit tout à travers ses yeux. Oui. On voit tout à travers ses yeux. Et avec une écriture, contrairement à ce qu'à l'été sans retour, par exemple, qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus neutre, si vous voulez. En ça, d'ailleurs, ça peut faire penser un peu à Camus. Pardon ? Ça peut faire penser un peu à l'étranger, en tout cas. Oui.
Oui, et ça se manifeste aussi par l'énumération de beaucoup de détails. Oui. Qui sont généralement tout à fait anodins. Il observe ce qui se passe dans les vitrines du magasin, les gens qui croisent dans la rue, etc. Mais donc tout ça est très important, mais très très peu ces réflexions personnelles. Oui, c'est ça. J'ai essayé de faire garder, de promener le lecteur à travers lui dans une sorte de neutralité. Donc il livre très peu, à part sur sa femme ou sur sa sœur, il livre très peu de pensée, parce qu'en fait, il n'a pas de pensée, il agit mécaniquement, il fait le bien mécaniquement, il est déterminé par ses valeurs catholiques, et par sa culture, et ainsi de suite, et il chemine. Il ne se remet pas en cause, il ne pense pas. Enfin, on a des espoirs par moment. Je me suis même demandé un moment, d'ailleurs, à propos du point de vue, si l'audition, c'était pas lui-même par rapport, s'il ne se parlait pas à lui-même. Alors ça, c'est l'interprétation des... Souvent, on interprète, on ne se rend pas compte oui, quand on écrit, on ne se rend pas je me toujours suis dit, il compte. est peut-être en train de refaire le point sur tout ce... Je me souviens d'Eddie Kakelberg à l'RTB, il me disait, en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui l'interroge. Oui. Donc, c'est lui qui incarne l'histoire. Il est interrogé par l'histoire. C'est une sorte de procès fictif, si vous voulez. Donc, il n'y aurait personne, en réalité, qui l'interroge. Je ne sais pas. À un moment donné, les livres vous échappent. Hein. Oui, ça je me doute. Vous avez déjà pratiquement on a déjà pratiquement fait le tour parce que vous avez déjà beaucoup apporté. Est-ce que ce personnage, vous le voyez comme un personnage qui pourrait être un personnage réel, ou bien c'est vraiment une symbolisation? Comme toujours dans les romans, le personnage au départ est réel, et puis pour qu'une création, une fiction, je pense, marche, il faut mettre le curseur toujours un peu plus haut. Si vous faites du naturalisme pur, alors c'est possible. Hein, il y a la femme de Gilles, c'est tout à fait possible. Mais je pense que le personnage a toujours besoin d'être un brin caricatural, c'est-à-dire d'augmenter le curseur pour que la fiction marche. Donc, ça pourrait être nous, mais peut-être pas à ce degré-là, si vous voulez. Je pense que c'est une question de degré, mais ça peut être nous, c'est-à-dire que c'est la question centrale de l'engagement, mais du vrai engagement. Parce que Gaspari, il va être poussé au point de se mettre en danger. Mais il ne s'engage pas pour autant. Mais il ne s'engage pas pour autant. Donc c'est ça, le vrai engagement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Je me mets réellement en danger, je mets ma vie privée en danger, je mets mon monde en danger, mes valeurs en danger. Mais pour ça, il faut des valeurs. Mais pour ça, il faut des valeurs, et le cœur ne suffit pas toujours. Non. Ouais. C'est ça son problème, finalement. C'est Pascal, c'est le cœur intelligent. Oui. Le cœur est fondamental, parce que, comme dit Pascal, on sent la vérité, elle est instinctive. Tout d'abord, il y a un battement qui fait qu'on sent que c'est là qu'on doit aller, mais après vient la raison qui va dire « n'y va pas ou vas-y ». Il faut les deux. Il faut les deux. L'un sans l'autre, on marche sur une jambe. Donc la raison, et donc entretenir la raison, la capacité de discerner le bien et le mal. Alors on va dire bien sûr où est le bien et où est le mal, mais enfin avec nos propres repères. Donc ça, c'est important aussi. Vous ne pouvez pas vivre uniquement à l'instinct. Je pense que ce n'est pas possible. D'autant plus dans des mondes complexes comme ceux d'aujourd'hui ou ceux de cette époque-là. Et justement, le problème, au reste, c'est l'inverse. Il n'y a que la raison. Voilà. Et son ami yougoslave. C'est l'idéologue. C'est l'idéologue pur et dur. Oui. C'est celui qui vous fait des leçons de morale, ou l'enseignant qui intervient à un moment donné. Oui, celui qui lui, a étouffé la voix du cœur, si vous voulez. Et c'est l'idéologue, comme on en rencontre. Moi, je participe à énormément de débats, y compris dans la presse. Aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes fasciste, antifasciste, féministe, antiféministe, raciste, antiraciste. Vous choisissez votre camp, en fait. C'est un match de football à chaque fois. C'est les bleus contre les noirs, les jaunes contre les... Il n'y a pas de place pour la nuance. Justement, de moins en moins. Quelle convergence entre cette époque et ces dilemmes et ces thématiques et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait... vous dont ça a été le métier longtemps, quelle convergence voyez-vous entre ces années 30 où le fascisme prend place, où la démocratie, vaille que vaille, ne fait pas grand-chose, enfin, la démocratie au-delà de on vote, a du mal à se positionner, et aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, Il y a des convergences, oui, d'abord. oui, il y a des convergences. Il y a des convergences, on va dire, au niveau individuel et au niveau sociétal, politique. La première convergence, c'est que je pense qu'on est dans une société paradoxalement de désengagement, comme d'absence d'information. C'est-à-dire que trop d'informations tue l'information et trop de pseudo-engagement tue l'engagement. On avance de façon binaire, mais on n'approfondit absolument rien. Absolument rien. Ce sont des choix qui sont dictés par une doxa d'un côté ou d'un autre, hein, d'ailleurs. Et on avance comme ça, on est sur ces rails et on y va, et donc on se dit que bon, ben voilà, il faut soutenir les migrants ou il ne faut pas les soutenir. Il faut être pour les transsexuels ou il ne le faut pas. Il faut être pour les immigrés ou il ne le faut pas. Et vous n'entrez jamais dans la nuance et dans le débat. Et donc vous ne vous engagez pas, vous, personnellement, en fonction de votre propre capacité individuelle. Je vais beaucoup dans les écoles, j'en fais une vingtaine par an, 20-25, ce que je leur dis à chaque fois. Vous devez penser par vous-même, avec les éléments que vous-même vous allez vous forger. Mais pour ça, c'est un lien avec le livre en tant que littérature. Mais il faut vivre dans une société littéraire. Or, on n'est plus dans une société littéraire. Littéraire au sens où c'est par la littérature que vous allez... Imaginons que Gaspari soit un bon livre, c'est en cheminant avec Gaspari que vous allez vous poser des questions et que vous allez vivre des émotions et vous poser des dilemmes que Gaspari s'est posés. C'est en lisant les frères Karamazov que vous réfléchissez à la liberté. Et vous allez, comme ça, avec la littérature, vivre des vies que vous ne pouvez pas vivre, puisqu'on ne peut vivre que notre vie. Donc, par définition, on est plongé dans un tas de vies que nous n'avons pas. Et donc, on éprouve des sentiments, on se pose des questions qu'on ne se poserait pas et qu'on n'éprouverait pas pour les sentiments si nous n'avions pas les autres vies qui nous sont fournies par la littérature. Oui. Et donc, ça forme un bloc. Si vous avez ça, ben vous pouvez faire des liens entre ce que vous avez lu, entre ce que vous vivez, et vous pouvez aussi développer des nuances en disant, ben voilà, tel personnage, ben, au fond, c'est une crapule ou pas? Ben, peut-être pas. Peut-être que c'est plus complexe que ça. Peut-être aussi que cet grand-oncle dont je vous ai parlé, quand j'ai fait des recherches, ben, la Sûreté de l'État lui avait dit, si tu ne nous aides pas, on ferme ton commerce en Belgique, ta femme, ta fille vont être en... C'est pas simple. C'est pas les gentils et les méchants, si vous voulez. Vous voyez. Or, c'est souvent ça. Si c'est pour aller en radio et dire que Trump est méchant et Obama est gentil, ils n'ont pas besoin de moi, ils peuvent le dire tout seuls. Mais si c'est par exemple pour se demander si le gentil n'a pas fait en sorte que le méchant soit là, ça commence à devenir intéressant, évidemment. Dénoncer le fascisme, moi je suis invité très régulièrement, je n'y fais pratiquement plus, mais dire, en Italie il y a 35% de fascistes. D'abord c'est ridicule, il n'y a pas 35% de fascistes en Italie, totalement faux, de un, et de deux. Quand vous avez, dans ma région, quand mes cousins, mes amis travaillent pour 5 à 6 euros de l'heure, sans contrat, que la moitié des pensionnés gagnent moins de 1 000 euros, un quart moins de 500 euros, et que vous avez 100 000 Italiens qui quittent le pays chaque année. Mais c'est peu, 35% pour Mme Meloni. C'est peu, c'est très peu. C'est très peu. Elle doit faire beaucoup plus, et elle fera beaucoup plus. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui. Mais vous ne pouvez pas le dire. Alors tu es avec... Mais non, je ne suis pas avec les fascistes. J'abhorre le fascisme. Forcément. J'abhorre le fascisme. Mais quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. C'est comme en littérature aujourd'hui. C'est la même chose. Prenez ce qui s'écrit. C'est un noir, un blanc, ils s'aiment. Les parents ne s'aiment pas. Puis finalement, ils finissent. Les parents sont invités. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Puis après... on se met tous ensemble et tout le monde est heureux, un arabe, un juif, et puis à la fin, ils sont... Ben non, la réalité, c'est pas ça. La littérature, l'art, c'est ce que disait Sartre, c'est plonger la plume là où le bas blesse, dans la plaie, et voir pourquoi elle saigne. C'est à ça que ça sert. C'est pas pour de la propagande. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Et dans les médias, ça l'est encore plus. Parce que vous n'avez pas le temps de développer la nuance, ou ça ne m'intéresse pas. Ce sont des contrapositions pseudo-idéologiques de deux doxas comme ça, qui sont là, qui s'affrontent, les méchants, les gentils. À droite, il faut plus de migrants, à gauche, il les faut. Mais non, c'est pas comme ça.
Il en faut certains, d'autres il n'en faut pas. Et tous les migrants ne sont pas gentils, il y a des crapules chez les migrants. Et il y a des crapules chez ceux qui les accueillent. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que la littérature est sans doute le seul endroit encore où c'est possible, sur 280 pages ou sur 200 pages, de développer des thématiques et ainsi de suite. Et de pouvoir approfondir psychologiquement des personnages. C'est possible, mais c'est aussi de plus en plus difficile quand on voit, je pense aux États-Unis, la manière dont les bibliothèques sont vidées de certains livres parce qu'ils sont jugés dérangeants. Oui, mais ce qui est encore plus dangereux, c'est la production littéraire elle-même. Ah oui, si vous avez 10 livres qui sortent aujourd'hui, vous en avez 5 sur les transsexuels, 3 sur les migrants, 2 sur des incestes. En gros, c'est ça. C'est de la propagande. C'est de l'idéologie. C'est pas de la littérature, ça. C'est pas de la littérature. Regardez la production littéraire. Moi, je travaille sur des scénarios aussi. Si vous voulez être financé, il faut que il faut pas qu'il y ait une femme qui soit méchante. On nous dit ça. On dit quand vous construisez des scénarios, le rôle de la femme, là, elle apparaît comme étant méchante. Mais il y a des femmes qui sont méchantes. Et il y a des femmes qui sont gentilles. Il y a des hommes qui sont des salopards, des violeurs, tout ce que vous voulez. Mais il y en a qui sont de chic type aussi. Oui, c'est la vie qui est comme ça. Non, non. Si vous voulez financement, il faut quand même attention. Il y a combien de représentants des minorités? Si mon histoire, elle est à, je sais pas moi, sur une montagne italienne, ben il n'y en a pas. Tout simplement. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas là-bas. Oui, c'est encore plus pernicieux. C'est que la production artistique et littéraire s'autocensure ou pour des raisons d'opportunisme, va là où la doxa lui dit d'aller. Et alors, pourquoi le fascisme marche? Mais parce que c'est en décalage avec la population, qui s'en fiche complètement de ces affaires. Oui, qui s'en fiche complètement. Moi, je suis originaire de Seraing, j'étais hier chez mes parents, mais vous vous baladez à Seraing, vous avez l'impression que vous êtes au Kosovo après la guerre. Il n'y a plus une vitrine qui est ouverte. Il y a des papiers journaux sur toutes les vitrines. À part 2 kebabs et 2 matrushniens, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand j'étais enfant, c'était merveilleusement prospère. Vous voyez, donc, si vous ne parlez pas à ces gens-là, ou si vous allez avec des thématiques qui ne les concernent pas, parce que s'occuper du transgenre, c'est important. Si mon fils a un problème, il faut l'aider. Et je suis archi convaincu que c'est important. Mais quand on a le ventre creux, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'être sensible à ce genre de choses. Oui, donc il y a un décalage total entre la production culturelle et la production et la réflexion, y compris littéraire, et ce que les gens vivent réellement. Alors quand vous avez Mélanie qui vous dit, qui évidemment est opportuniste et n'a aucune solution à offrir, ça fait pas longtemps, tout le monde le sait, mais quand elle parle, on la comprend. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et on lui dit pas, elle ne dit pas aux gens qui sont, je sais pas moi, dans ma région, à 5 € de l'heure, tu es un sale fasciste et tu n'accueilles pas tous les migrants du monde. Tu es un sale fasciste si tu es un salopard, si tu n'applaudis pas à la transsexualité à tout bout de champ. Oui, il n'y a pas des transsexuels à tous les coins de rue. Il y en a, et il faut les aider, évidemment. Mais ça ne peut pas être le seul discours culturel et politique, parce que c'est en décalage avec la réalité. Les gens ne vous entendent pas, vous n'êtes pas audible. Oui, regardez ceux qui se... Faites cette expérience, mettez la première. Vous voyez les sujets qui sont traités. Écoutez-les. Vous en connaissez un qui vous parle d'un ouvrier? On dirait que ça n'existe plus. Ça n'en a plus. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Quand vous avez des pans entières, là j'ai fait un reportage pour une revue à Seraing, c'est la région que je la connais le mieux, mais quand vous avez, ils sont à 25% de chômage. 25% de chômage. 25% de chômage. Vous ajoutez à ça ceux qui sont CPS, les pensionnés et les enfants, on se demande encore qui travaille. Et puis on s'étonne qu'alors des populistes arrivent, évidemment sans solution parce qu'ils n'en ont pas, mais ont un discours qui culpabilise, vous voyez, ceux qui ont généré cette situation-là. Et dont le seul message, j'ai participé à des débats au centre culturel, ainsi, et je suis avec des gens de gauche qui disent attention, hein, le fascisme est là, attention, ne vous trompez pas. Mais c'est le seul message. C'est la seule chose qu'ils ont à dire, c'est de crier au loup. Ben, c'est
Ça ne va pas, il faut proposer quelque chose. Le seul message ne peut pas être crié au loup. Mais les Italiens, il y a propagande. Moi, j'étais invité à l'RTB quand Meloni était élu des dizaines de fois. On disait, le fascisme est là. Mais ça, c'est vous qui le dites. Si vous allez à Milan, à Turin, il n'y a pas de chemise noire en rue. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc les gens ne vous croient pas. Tout simplement. Oui, donc ça pose un vrai problème qui est en résonance avec les années 30. C'est la faillite d'un système. C'est ce qui amène l'extrême droite en Europe dans les années 30. C'est la faillite de ce qu'on appelait le système libéral, qui s'est effondré partout. Partout. Et donc, en Italie, ils ont voté à gauche. Ils ont voté pour Berlusconi. Ils ont voté pour le mouvement 5 étoiles. Donc, c'est-à-dire vous et moi au pouvoir. Ils ont voté pour Mario Monti, un banquier. Ils ont voté pour Mario Draghi. Mais ils ont tout essayé. Go, il ne reste plus que les Martiens. Après, c'est fini. Ils ont fait le tour. Donc, Meloni est la seule qui était là, qui n'était pas encore au pouvoir. Si vous aviez mis un chien avec un chapeau, il aurait été élu. Et après, qu'est-ce qui reste? La grande question, c'est ça. La grande question, c'est ça. La vraie question, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui reste? Quand on aura tout essayé, qu'est-ce qui restera? Je n'ai pas la réponse. Les années 30 fournissent une réponse. C'est qu'à un moment donné, tant que vous avez la possibilité de consommer, oui, c'est pour ça que la droite jamais n'enlèvera le chômage, jamais. Parce que sinon, c'est tout le monde dans la rue, évidemment. Dans les années 30. Ce qui tient, c'est que vous avez encore, par le système en place, c'est le seul ressort qu'a encore la gauche. C'est donner les appartements sociaux et donner les fonctions publiques. Il n'y a plus que ça. Et donc, tant qu'il y a ça, ça va. Quand il n'y aura vraiment plus les moyens pour donner ça, et à ce moment-là, vous avez des gens qui doivent choisir, ce qui était déjà le cas. Avec la crise de l'énergie, moi j'avais des gens de ma famille qui devaient choisir entre se chauffer et manger. Parlons même pas de se soigner. Non, n'en parlons même pas. On parle de personnes qui ont travaillé toute leur vie. Et à un moment donné, l'équité sociale, il faut quand même bien que quelqu'un paye, que quelqu'un soit responsable de ça. Or, il n'y a pas, jamais personne n'est responsable. C'est toujours les mêmes. Mais les gens voient. Les gens le voient. Ils voient que si c'est pas lui, il est passé par la région et la communauté, c'est par la commune et l'intercommunal. Ils le voient, ça. Donc ils disent, moi je rame. Et ceux qui ont construit le système et qui l'ont consolidé sont toujours là et ils ne payent pas. Alors, je vais voter pour quelqu'un qui dit tous pourris, ce qui est faux, évidemment, mais qui dit tous pourris. Donc, c'est d'une banalité, le vote d'extrême droite. Les ressorts du vote d'extrême droite sont d'une banalité ahurissante, mais vous avez vraiment pointé l'essentiel. Ce que je dis toujours, c'est après. Oui, parce qu'ils vont se rendre compte que là non plus. J'ai interviewé Beppe Grillo quand il ne parlait pas encore à la presse. Et d'ailleurs, il a accepté de me rencontrer parce que je ne suis pas journaliste. Il a eu une haine viscérale pour les journalistes. Ridicule, parce que tous les journalistes, on ne peut jamais généraliser. Et je l'ai rencontré à Ancona en 2014. Donc ils arrivaient au pouvoir. Et son attaché de presse me téléphone le soir. Donc j'ai roulé toute la nuit, je suis arrivé à Ancona à 9h du matin. Et il m'a reçu là 2 heures, charmant. Donc ils arrivaient au pouvoir. Ils avaient 33% à l'époque. Ce qu'a fait Meloni, ce qu'a fait Matteo Renzi, ce qu'a fait Matteo Salvini, ils ont tous eu 33. Renzi à gauche a même eu 40% aux élections européennes. Donc les gens ne sont pas fascistes, parce que c'est les mêmes qui ont changé et qui maintenant votent à l'extrême droite. Et je me souviens d'avoir cette conversation, c'est dans Le Soir 2014, 2 pages. Et je lui pose cette question-là. Je lui dis, vous rendez-vous compte que votre offre, qui est originale, c'est de dire les politiques professionnels, ils nous ont amenés à la catastrophe, ce qui est vrai, et donc c'est monsieur et madame tout le monde qui va gouverner. Et là, ça ne va pas, parce qu'il faut quand même un minimum de formation. Il ne faut pas balancer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Mais les gens, en désespoir de cause, disent, mais oui, je ne peux pas faire pire que des professionnels, de toute façon. Donc c'était le raisonnement primaire, mais qui avait un fondement logique, si vous voulez. Et je lui pose cette question-là. Je lui dis, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez? Parce que si vous échouez, il ne restera plus que l'extrême droite. Mais j'étais un coup en retard. Parce qu'effectivement, ma question était bonne en 2014, puisque après lui, il y a eu l'extrême droite. Mais il faudrait maintenant poser la question
à l'extrême, dire, mais si vous échouez, après, il reste quoi? Il reste tout le monde dans la rue. Il n'y a plus de solution, donc plus de solution. Bon, ne soyons pas non plus nihilistes purs, on ne va pas tous aller... Vous citiez Camus, il dit bon, la mort, c'est tellement absurde qu'il ne reste plus que le suicide. Heureusement, on n'en est pas là. Voilà. On va essayer quand même de positiver, mais ça pose de vraies questions. On sait comment ça s'est terminé dans les années 30 aussi. Ah, mais oui. Mais ça se droitise, ça s'extrême droitise. Partout. Oui. Et après, c'est la guerre. Pardon? Et après la guerre. Après la guerre, avec ici aussi un problème qu'on ne veut pas affronter, que la gauche ne veut pas affronter, mais qui est bien réel, qui est le sentiment d'insécurité culturelle et identitaire, qui est bien réel. Ça ne veut pas dire de culpabiliser des communautés, c'est pas ça le problème. Mais à l'insécurité économique, à la guerre, à la pollution, enfin, c'est anxiogène. Il y a une période anxiogène comme celle-ci, c'est extrêmement rare. Et à ça, si vous vous baladez dans les rues de Bruxelles, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui a 65 ans se dit « suis-je encore en Belgique ?» Je le comprends, ça. Alors, je ne partage pas le rejet, mais je comprends le constat. Moi, je prends le 71 à XL, je suis souvent le seul blanc. Alors, je ne dis pas que c'est un bien ou que c'est un mal, mais ça crée une insécurité supplémentaire qui est évidemment nourrie par une insécurité bien réelle dans certains quartiers d'XL. Et de nouveau là-bas, on ne veut pas nommer le réel. La gauche fait l'autruche, ça n'existe pas. Si, ça existe. Il faut y aller. Comme la misère économique existe en Wallonie, et pas seulement en Wallonie, des problèmes de cohabitation existent dans des écoles. Moi, je fais des écoles, j'en fais 20-25 par an. Il faut parler avec les enseignants qui disent on ne peut plus parler de la Shoah, on ne peut plus parler de l'homosexualité. Il faut y aller, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire que les gens sont nés mauvais parce qu'ils sont musulmans, c'est évidemment ridicule. Mais il faut prendre en charge ça aussi. Or, rien n'est pris en charge. Donc, vous renforcez de nouveau ce côté, cette anxiété-là. Vous voyez. Donc, ça commence à faire pas mal d'anxiété. Et ma réponse a été longue. Mais c'est cette anxiété générale qui est tout à fait en parallèle et qui se retrouve dans l'audition du docteur Gaspari, c'est-à-dire où les gens n'ont plus de repères du tout et ne savent plus quoi faire. Donc, c'est un repli sur soi. En disant, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux moi-même. Mais je suis certaine que le public a des questions à poser ou des réactions à notre rencontre. Merci beaucoup. Monsieur. Bernard. Je suis tout à fait d'accord, j'ai apprécié tout ce que vous avez dit, mais lorsque on parle des gens qui connaissent la misère, qu'on vote extrême droite, en Belgique, le nord du pays est très florissant. Enfin, oui. Et quand on voit les votes extrêmes, nationalistes, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui pousse, puisque il y a personne qui... Enfin, je veux dire, dans ces régions-là, la plupart des gens ont ce qu'il faut, donc ils consomment. Il n'y a pas toujours le sentiment d'insécurité. Je me pose toujours la question, je comprends pas pourquoi. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle une insécurité relative, c'est-à-dire que si vous voyez, vous êtes en situation de bien-être et vous voyez ce que pourrait donner, ce que vous pourriez devenir. Si la situation venait à changer. Donc, que se disent-ils là-bas? Ils se disent, c'est une région socialiste, donc la gauche, donc des pourris, en gros, c'est ce qu'ils disent, truffés d'immigrés partout. Et donc, si jamais on laisse faire, nous allons devenir comme ça. Moi, j'ai connu ce phénomène-là, par exemple, chez les immigrés. Dans ma famille, par exemple, les immigrés étaient les premiers à critiquer les autres immigrés. Oui, parce que c'était comme un miroir qu'on veut casser, si vous voulez. Je veux pas. Ça me rappelle, moi, d'où je viens. Oui, ça, je veux pas. Moi, je suis plus comme vous. Je suis plus comme vous, j'ai changé. Je suis respectable, j'ai de l'argent et ainsi de suite. Et c'est un peu la même chose avec d'autres ressorts. C'est-à-dire, on voit ce que ça va donner et on veut surtout pas que le même modèle
soit importé chez nous. Donc, ceux qui disent, d'ailleurs les De Wever et tout ça, les De Decker, c'était toujours ça. C'était la gauche communiste, ou socialiste, les socialo-communistes. Regardez ce qu'ils ont fait, une région où il y a des musulmans et des noirs, et où personne ne travaille. En gros, c'est ça. Je schématise un peu, mais c'est ça. Et donc, quand vous êtes dans une région plus ou moins prospère, vous vous dites, aïe, aïe, aïe. Si jamais je fais venir la gauche, ils vont me transformer ma région et je vais moi aussi vivre comme ces pauvres gens-là. Je pense que c'est ça. C'est un réflexe de protection. Me semble-t-il. Vous avez dit très justement que la gauche fait l'autruche. C'est vrai qu'il suffit de discuter avec une enseignante à Bruxelles pour savoir qu'on met les crasses sous le tapis. Hein, et alors on fait comme si de rien n'était. Oui. Mais à un moment donné, ça ne va plus marcher ce système quand même. Non, ça ne va plus marcher, je pense aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je pense, je sais. Bon, quand on dit la gauche, on est bien d'accord que c'est une conception de l'esprit. Parce que oui, d'accord, mais enfin, mais ça résume bien. Au niveau particratique, ils se mettent. Oui, j'ai discuté encore récemment, je ne vais pas faire de nom, avec un mandataire qui vous dit, soit que les choses n'existent pas, donc c'est de la propagande, soit que pour certaines choses, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Parce que la société a changé et que les électeurs ne sont plus là où ils étaient avant. C'est le calcul de Mélenchon en France. Et dire, donc, je dois aller vers des choses qui, je pressens que ça n'est sans doute pas ce qu'il faudrait, mais pour des questions vilement opportunistes, c'est-à-dire si je veux rester au pouvoir, il faut bien que j'aille chercher les voies là où elles sont. Dans les milieux ouvriers, ils savent que c'est plus ou moins... Moi, je suis très ami avec un personnage influent à la ville de Liège, par exemple, ils tremblent. Ils tremblent, littéralement. Parce qu'ils savent que le PTB va exploser, qui a déjà explosé, mais va encore exploser. Ils vont devoir se grouper à 3 ou 4 pour garder le majorat. Avec exactement la même erreur stratégique qu'on a fait en Italie, c'est laisser seul à l'opposition un parti qui va alors là pouvoir s'ordonner à cœur joie. Parce que on parlait de l'arrivée au pouvoir de Mélanie tout à l'heure. Vous imaginez l'intelligence politique. Il faut pas être un grand stratège pour comprendre que si vous laissez toute seule à l'opposition un parti en plus ouvertement populiste, il va vous tirer dessus pendant 5 ans. Et il va prendre toutes les décisions que vous prenez, il va vous les détruire. Et donc les gens, il va monter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc je pense qu'il y a deux types de gauche, si vous voulez. Il y a une gauche, enfin il y a 2 types de mandataires. Avec en commun le fait que le niveau des mandataires baisse. Je ne dirais même pas d'année en année, mais je dirais presque de jour en jour. À un point où vous vous dites, ben si c'est eux qui doivent nous tirer, qui doivent sortir de l'auberge, c'est pas gagné d'avance. Et il y a 2 types, je pense, de réflexes à gauche. C'est un, l'opportunisme pur, donc des gens qui sont lucides et qui vous disent « je sais qu'il y a des problèmes de laïcité énormes, je sais qu'il y a des problèmes économiques énormes, quelquefois avec la conjonction des deux dans certaines zones, mais les votes, c'est là qu'il faut aller les chercher. Parce que d'un point de vue économique, je ne sais rien faire pour vous. Je n'ai pas de marge de manœuvre, je ne sais rien faire. Ce qui est terrible comme aveu d'impuissance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je sorte les chômeurs de... Je ne sais pas. Il n'y a plus d'argent. Le pays est endetté. Il n'y a pratiquement plus d'industrie. On n'a plus d'indépendance économique, donc je ne sais rien faire pour vous. C'est comme un médecin qui vous dit, vous êtes en phase terminale, je ne sais rien faire. Je vais juste donner un peu de morphine pour que ça aille mieux. Et donc, ils savent qu'économiquement, il n'y a plus rien à faire. Et donc, ils vont chercher des voies là où ils pensent pouvoir, à très court terme, parce qu'à un moment donné, ça va, le serpent va finir par se mordre la queue. Donc vous avez ceux-là, et puis vous avez ceux qui pensent, qui sont, je pense, un peu de bonne foi aussi, qui sont très médiocres intellectuellement, et qui n'ont pas de vue à long terme, qui ne lisent pas, et qui pensent qu'en mettant un drapeau couleur LGBT, ou en mettant le drapeau d'Ukraine sur la maison communale, c'est bien, ça fait moderne, et donc, voilà, c'est ça l'offre politique. Oui, mais je suis sur ce niveau-là assez pessimiste sur la gauche socialiste, en tout cas, la gauche de gouvernement, comme on va dire. Je suis assez
oui, assez pessimiste. Je ne vois pas comment ils vont... Ils peuvent être là, ils restent, tant qu'ils ont encore les rênes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller à l'opposition, parce qu'ils vont perdre les administrations. Ils vont perdre les top managers et les gens qui dirigent dans les administrations. Les maisons d'habitation. En fait, c'est là les leviers du pouvoir. Maintenant, c'est là. Enfin, ça l'était toujours, mais c'est les derniers bastions, c'est de pouvoir garder la clientèle. Mais ils savent que l'argent diminue de plus en plus. Donc, si jamais ils lâchaient, ils allaient au pouvoir, on va renouveler. Vous perdez les maisons d'habitation, vous perdez les logements sociaux, vous perdez là où vous pouvez encore donner, si vous voulez. Donc, ils sont là, ils sont prêts à s'allier, comme en Italie. En Italie, le Parti démocratique s'est allié avec tout le monde. Avec Berlusconi, avec la Ligue du Nord, avec Mario Draghi, avec tout le monde. Ils sont prêts à tout. C'est un pur parti de pouvoir. Il n'y a pas d'offre. C'est totalement inaudible. Moi, j'ai fait un débat au centre culturel il y a quelques mois avec une ministre en exercice. Vous écoutez, c'est abyssal. Il n'y a rien. C'est de la rhétorique pure. C'est de la rhétorique pure. Ce sont des phrases toutes faites, des slogans. Et il n'y a rien. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de... Mais je pense, une partie parce qu'ils n'en ont pas les capacités, mais pour une bonne partie parce qu'il n'y a rien. Ils n'ont plus, je pense qu'ils n'ont plus les leviers. Ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Ils ne sont pas tous bêtes, évidemment. Loin de là. Il y a des gens très, très brillants dans les cabinets et même dans le personnel politique, mais ils n'ont plus de moyens. Alors on a vite fait, évidemment, l'opposition a vite fait, dans les débats. Quand quelqu'un vous dit, mais attention, vous êtes à 25% de chômage dans une région qui est gouvernée à 30% de chômage, ou dans des coins du pays qui sont gouvernés à majorité absolue depuis la guerre, depuis l'après-guerre. Oui, c'est difficile de vous dire, je pense qu'il faudrait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça fait quand même 60-70 ans que tu es là. Et ça fait un moment qu'on sait que notamment la sidérurgie n'est plus pourvoyeuse d'emploi et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, à part moi, j'ai travaillé comme expert quelque part, à part stabiliser la clientèle et ne pas retirer les logements sociaux, ne pas essayer quand je travaillais à la ville de Serein, je travaillais pour le père Mato quand je suis sorti de l'université, c'était à bonne école, 14 mois. Et la ville était le plus gros employeur après Coquerie. On avait 1500 personnes qui travaillaient. Vous avez un paysager comme si vous aviez 4 femmes d'ouvrage, une qui lavait là, une qui lavait là, une qui lavait là. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre une de Boncel, une de Ougré, une de Gemèville et une de Plainevaux. Parce que chacun, il fallait que si vous donniez là, il fallait donner là. À un moment, quand il y a de l'argent, ça va, mais quand il n'y en a plus. Vous voyez, donc, il n'y a pas d'offre. En fait, la politique, je pense, c'est pour ça qu'on fait avec la littérature, elle doit être l'émanation d'une idée culturelle. D'abord, vous dites, moi je vois le monde comme ça. Et puis, on se décide de se lancer en politique. En se disant, vous et moi, on dit on veut ça. Voilà le monde dont on rêve. Et quel outil peut nous permettre de mettre en place ce monde? La politique. Et on va créer un parti sur base de nos idées. Et ce qui manque maintenant, Hannah Arendt disait, mais un parti politique, c'est là où on structure une conscience politique et un appareil de conquête et de permanence du pouvoir. La partie conscience politique, la partie réflexion. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été dans une USC communale. Bon, moi, j'ai déjà assisté quand on m'a invité quelquefois pour... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. D'abord, il faut encore qu'il y ait du monde. Mais en admettant qu'il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a pas un substrat culturel, des fondations culturelles sur lesquelles construire une offre politique. Vous voyez, si vous analysez, vous interrogiez entre un libéral, le nouveau CDH, là, les défis, tout ça, c'est vraiment de la nuance. Vous ne voyez pas dire, là, il y a une vision du monde. Le danger, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche ont une vision du monde. Et les autres pas. Et les autres pas. Mais eux, ils ont une offre culturelle. Mélanie, elle dit, moi, je veux que le monde y ressemble à ça. Après, on peut ne pas être d'accord, mais au moins, c'est lisible. Et donc, je vous propose, dit-elle, de
gouverner pour arriver, laissez-moi le temps d'arriver tôt ou tard à ça. Les autres pas. Les autres pas. C'est un vrai constat qui est comment renouveler l'offre politique. Comment renouveler l'offre politique. Et comment renouveler l'offre politico-culturelle. Et avec qui? Aller au Parlement wallon, moi j'étais au Parlement wallon, à certains moments on serait dans un atelier protégé. Hein. On se dit c'est pas possible, c'est vraiment limite. Hein. Et puis il y a ce nouveau parti, la Blanco, dont le seul objectif est d'avoir des sièges au Parlement pour montrer qu'ils sont contre tout et se lever et sortir. Je trouve ça aussi assez... Là on atteint le... Mais forcément, vous laissez l'espace à des réflexions ridicules, c'est du temps perdu. Même on n'est pas d'accord, il n'y a rien qui va, on ne va pas voter, donc nous on va se présenter et on n'a rien à proposer. Non. Mais pour moi, la vraie question, comme nous disions tout à l'heure, là, c'est après. Et c'est qui construit l'offre culturelle dont doit émaner le monde politique. C'est ça, je pense, la vraie question. La vision du monde, c'est pas le politique qui peut la développer. C'est pas possible. D'abord, pour une question, comme on disait, de qualité de personnel politique, de un, pas tous, mais une grande partie, et de deux, c'est que ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Vous savez, la plupart des mandataires politiques que moi je connais, et qui sont des personnes très bien, sont ministres, bourgmestres, présidents de fédération de partis, 7 ou 8 intercommunales, enfin c'est des VRP, c'est des délégués commerciaux. Donc quand voulez-vous qu'ils ne peuvent pas s'asseoir à table et dire je vais lire un livre, je vais comparer, essayer de développer une offre politique. Donc ça, vous n'avez pas. Donc c'est qui? On ne peut pas leur... Ils sont en campagne électorale tout le temps. Donc c'est pas possible. Donc qui soumet, qui réfléchit, voilà, qui réfléchit. C'est ça, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. C'est qui réfléchit et qui fait en sorte que le politique soit réellement ce que ce devrait être, c'est-à-dire les hommes politiques œuvrent en fonction de ce qu'on appelle une délégation de pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est ça la représentation démocratique. C'est que monsieur va considérer que moi, je vais le représenter, il va m'accorder une délégation de pouvoir. Mais si je ne rencontre pas ce pourquoi il m'a donné une délégation de pouvoir, il doit pouvoir me la retirer, cette délégation de pouvoir. Sinon, c'est une appropriation de pouvoir. D'accord? Et ça nourrit le vote à l'extrême droite, parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a jamais de retrait de la délégation de pouvoir. Donc je te dis de faire ça. Je vote pour toi parce que tu m'as dit en campagne électorale que tu allais faire ça. Manifestement, tu ne l'as pas fait. Et donc je te retire, tu rentres chez toi. Et quelqu'un d'autre. Mais ça, il n'y a pas. Vous voyez, en réalité, il n'y a pas. Donc les gens se sentent leurrés. Ils disent, en réalité, c'est ces gens-là, ils prennent le pouvoir, ils se mettent en poche et puis on ne les revoit plus, sauf quand ils décèdent. Et sinon, ils sont toujours quelque part. Et ça nourrit le vote d'extrême droite. Ça, c'est certain, parce que moi, je ne vais pas parler de chaque fois, mais je fais beaucoup de débats, et ça revient constamment. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ils n'y arrivent pas, mais c'est toujours eux. Ou ceux qui sont là sont placés par... parce que c'était la maîtresse, le copain, le petit-fils, et ainsi de suite. Donc, je pense que on arrive, comme dans les années 30, à la fin du système de la démocratie représentative. Moi, j'en suis archi convaincu. Archi convaincu. Oui. Je voulais simplement dire, à propos de la culture, justement, est-ce que l'extrême droite n'apporte pas toujours sa propre culture? Par exemple, je pense aux années 30, où il y a eu un type de culture apporté par l'extrême droite qui est toujours assez nocive, bien sûr, mais ils ont leur culture qu'ils apportent, que ce soit par exemple dans les jeunesses hitlériennes, depuis la jeunesse jusque l'adulte, on met les gens dans une sorte de culture, vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Je ne sais pas si maintenant ça s'organise déjà comme ça, mais la culture que peut apporter l'extrême droite, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, ça, bien sûr. Vous voulez dire les fondements culturels, c'est ça, les ressorts culturels, ou alors la détention des leviers vraiment médiatiques. Les ressorts, oui, ça, bien sûr. Oui, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes, oui. Mais bon, je ne sais pas si on prend Barès, par exemple, à la fin du 19e, début 20e siècle, il ressortait l'attachement à la terre, là, et ainsi de suite. Oui, mais avec brio, avec talent, il était admiré tant par Mitterrand que par le général de Gaulle, évidemment. Mais attention, parce que cet argument-là, c'est ce que je dis toujours quand je fais des débats avec des gens de gauche, je n'accepte jamais, évidemment, des débats avec des gens d'extrême droite, mais c'est que c'est la même chose pour la gauche. Sauf que nous, ça va nous heurter quand c'est l'extrême droite qui arrive, évidemment. Ça va nous heurter. Mais si vous prenez le cas de l'Italie que je connais bien, vous avez la Repubblica, vous avez la deuxième chaîne de la RAI, vous avez TV7, c'est la gauche. Donc ceux de l'extrême droite vous disent, oui, c'est vrai, nous, on vient avec nos hommes, on vient avec nos ressorts culturels, mettre en avant la patrie et ce genre d'attachement à la terre, mais vous avez fait la même chose. En Italie, sur les 5 dernières années, vous avez un téléfilm sur 2, c'est des migrants qui débarquent et qui sont insérés, qui percent en football, qui percent dans la littérature. C'est la glorification de la migratoire, mais constante. Là, un téléfilm sur 2, vous avez un garçon qui sort avec une fille, qui va tomber amoureux d'un autre garçon, et ils vont faire un couple à 3. C'est presque toujours comme ça. Et donc, moi, ça ne me gêne pas, parce que liberté des mœurs absolue, chacun fait ce qu'il veut, pour moi. Mais ceux d'extrême droite disent, vous aussi, vous nous avez bassinés avec vos livres, vos revues et vos films sur les migrants, vous avez squatté l'offre culturelle à gauche, et maintenant, nous, on vient avec la droite. Sauf que la droite est extrêmement dangereuse, évidemment, et nous, ça nous révolte, c'est ça. Mais vous avez raison, c'est toujours les mêmes ressorts, les mêmes marqueurs. Une dernière question, et puis de toute façon, vous aurez l'occasion éventuellement de poursuivre la conversation autour d'un verre, et peut-être, si vous le voulez, de vous procurer l'audition du docteur Fernando Gaspari. On aurait voulu avoir également l'été sans retour, mais les problèmes de la poste, j'imagine, de cette semaine n'ont pas permis de se procurer les livres. Dernière question, Hermé ? Oui, c'est pas une question. La première chose, quand vous disiez que le politique n'a pas toujours une vue d'ensemble, j'ai pas entendu, pardon. Que les politiques n'ont pas toujours une vue d'ensemble, oui. ne voient pas, mais je pense quand même que nos sociétés libérales, démocratiques, fonctionnent de manière pyramidale, dans le sens où ceux du haut du sommet ont quand même eu la réflexion de faire la mondialisation, qui en fait, la mondialisation a beaucoup de conséquences économiques partout dans nos démocraties. Le chômage, on a délocalisé à tour de bras, donc c'est la première chose. Et deuxième chose, on est quand même face à un paradoxe. C'est que c'est vrai, quand on a, comme les 5 étoiles, le parti italien, c'est tout, il n'y a aucun professionnel, c'est n'importe qui d'entre nous. Mais de l'autre côté, les professionnels de la politique ne font pas leur travail non plus. Et donc, où ça va s'arrêter? Ici, où on a des exemples, moi je connais bien la politique belge, nous avons des dynasties politiques qui finalement ne fonctionnent que pour leur carrière. C'est une des causes principales des intérêts des gens, des citoyens. Moi, le premier, je ne sais pas pour qui voter la prochaine fois, aux prochaines élections, parce que je suis complètement... J'ai la désillusion totale. Et ce que vous dites est très important. Dans mon entourage, donc y compris des personnes qui ont de l'instruction, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui votaient à gauche, ne voteront pas. C'est massif. Massif, parce que il est devenu impensable pour eux de voter PS. Mais il n'y a pas que le PS, hein. On prend ceux de gauche. Oui, et à droite c'est pareil. Oui, bien sûr. Donc, quand on va chercher même des par élimination, à la télé pour mettre sur ses listes. les écolos, c'est le communautarisme. Enfin, Oui, bon, il y a
enfin, pour qui Il y a un on- désarroi total. Oui, oui. Donc, bien sûr. c'est vraiment, moi, à l'âge que j'ai, de ce que je connais, je me suis toujours intéressé à la politique. Je suis dans le désarroi total. Oui, oui. Mais je vous comprends. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Je vous comprends, c'est très grave. Et ça a une conséquence importante. Mon fils a 18 ans. Et c'est l'âge de voter, premier vote. Donc il a fêté son anniversaire là récemment. Et ils étaient une vingtaine d'amis. Pratiquement aucun ne va aller voter. Pratiquement aucun. Chez les jeunes. Alors qu'ils sont dans de bonnes écoles, pratiquement aucun ne va aller voter. Alors qu'à mon époque, quand on avait 18 ans, c'était presque comme allumer sa première cigarette. Tout simplement parce qu'on se sentait adulte. Déjà ça. Eh bien, ça de pratiquement personne. Pas parce qu'ils sont... Il y a forcément, dans une situation comme celle-là, le réflexe de se dire, mais puisque c'est comme ça, alors c'est chacun pour soi. On va essayer de se débrouiller. Je vais élever mes enfants le mieux que je peux, leur donner le plus de valeur que je peux, je vais essayer de gagner le plus d'argent que je peux, prendre le plus de plaisir que je peux, et ainsi de suite. C'est forcément ça qui à mon avis, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passe déjà. C'est que le repli sur soi va être encore accentué, et au niveau culturel, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, tout ça se déshumanise de plus en plus. Donc le repli sur soi est toujours plus important. Donc à mon avis, c'est ça qui va se passer. Et l'individualisme va augmenter. On va être dans une société à l'américaine, ce qui est déjà le cas, mais ça va se consacrer, je pense que c'est ça. Les modèles de lutte collective sont déjà... Mais ici, regardez, bon, vous êtes là, et c'est magnifique, mais dans l'associatif, il n'y a plus personne, absolument plus personne. Faites des débats dans l'associatif, vous avez 5 personnes, 6 personnes, grand maximum. Donc, je pense que ça, ce que vous dites est fondamental. C'est-à-dire que les gens vont se désintéresser du vote. Enfin, peut-être pas tous, mais une grande partie en tout cas. Oui, pardon. On sera un oiseau pour le chat. Pardon. On sera un oiseau pour le Oui, chat. tout à fait. Oui, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oui. La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est de nouveau d'aller vers l'instruction, si vous voulez. D'aller vers l'instruction et d'aller vers essayer de refabriquer une offre culturelle. Et culturelle au sens premier du terme, ça ne veut pas dire que tout le monde doit lire des livres tout le temps, mais ça veut dire que tout le monde doit s'intéresser à quelque chose. Moi, je me souviens quand j'étais enfant en Italie, j'ai mon oncle qui était presque analphabète, il lisait le journal avec une loupe. Il lui fallait 3 heures dans la maison de... Mais par contre, j'ai fait un reportage il y a une dizaine d'années à Liège sur le PTB, mais là, ils étaient dans les maisons du peuple. Ils faisaient ce que faisaient les communistes avant. Ils aidaient à remplir les fiches fiscales, ils aidaient à remplir les formulaires, ainsi de suite. Donc, il y a encore, dans le PTB, peut-être, et à l'extrême droite, et même chez les musulmans, pas les musulmans, pardon, chez les extrémistes musulmans, il y a ça. Dans les mosquées, c'est pourquoi ça marche. Pourquoi ça fait un nombre de convertis ahurissant. Moi, j'en des cours, des formations. Chaque année, le nombre de convertis explose. Explose. Ce n'est pas des gens qui ont de mauvaises intentions. C'est simplement le sentiment d'appartenance, parce que le désarroi et la société est tellement anxiogène que ceux qui prennent la peine d'aller avec un clé sur porte, ce qui est une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Une religion, c'est un clé sur porte. C'est-à-dire, voilà ce que tu dois faire, voilà les commandements, voilà ce qui t'arrivera quand tu seras mort. La réponse à tes questions. Voilà la réponse. Ne te tracasse pas. La liberté est anxiogène, tu n'es plus libre. Allah ou Jésus, il te fournit, voilà ton destin est tracé. Alors c'est confortable, ça va, je vis, on vit entre nous, on prend plaisir entre nous et je suis soulagé, je n'ai plus à être anxieux, tout est réglé. Oui. Et donc effectivement on est des oiseaux pour le chat. Parce que, alors pas des gens bien qui vous fournissent le clé sur porte, mais ça peut être des gens très mal intentionnés, évidemment. Très mal intentionnés, oui. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci.